Microsoft n'a jamais le meilleur produit. Cette capacité à être au centre des entreprises et après de pouvoir distribuer de nouveaux produits avec un coût d'acquisition client quasi nul, moi je trouve que c'est une force extrêmement importante. Je trouve que les publicités LinkedIn sont nulles. J'ai jamais vu un réseau social faire autant de mauvaises publicités. Moi, je regarde la croissance de ce truc-là avec des gros yeux depuis des années et des années. On a une croissance qui est complètement folle. J'ai du mal à voir Azure pas croître à 15, 20%, 25% sur les prochaines années. On parle de 20% de croissance sur des niveaux de chiffre d'affaires qui sont incroyables. Ça reste des boîtes exceptionnelles qui ont quand même des faiblesses et des risques, mais c'est pas pour rien que ce sont les premières boîtes du monde. C'est vraiment des boîtes incroyables, incontournables. T'es obligé d'être un peu optimiste, quasiment naïf pour investir sur ce genre de boîte. Salut Xavier, salut Loris. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Bourse Eco Mote et on va parler d'une action qu'on affectionne beaucoup au sein de Bourse Eco et toi aussi Xavier. Et il s'agit de Microsoft. Donc depuis les plus hauts, Microsoft a perdu environ 30% de sa valeur et c'est vrai qu'elle est pas mal en difficulté en ce moment. Donc je vous propose qu'on en parle aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que vous êtes actionnaire de Microsoft et si oui, rapidement, pourquoi on aura l'occasion d'en discuter? Xavier, par exemple. Moi, c'est pas une surprise, je pense, parce que c'est une boîte que je cite quand même souvent comme une de mes positions long terme. Donc oui, moi, je suis actionnaire. Je sais plus de ton côté, Loris, si tu es actionnaire ou pas. Ouais, depuis peu, depuis la baisse. D'accord, excellent. Depuis peu, effectivement, et je suis bien content. C'est vrai que je voulais bien rentrer sur ce dossier depuis quelques années, mais je commence à enchaîner pas mal les hyperscalers là, parce que j'ai rentré Meta aussi, donc on va dire que c'était un peu une opportunité. Je considère qu'on est arrivé sur des niveaux sympas, mais on en parlera un peu plus tard. Je crois que toi aussi, Abdallah, t'es sur le dossier si je dis pas de bêtises, donc tous les trois on est dessus. Ouais, alors moi j'étais rentré en 2022, donc quasiment au plus bas, autour des 220-230 dollars. Mais j'avais un peu revendu parce que bon, j'ai dû faire des arbitrages et à un moment je la trouvais vraiment chère pour le coup. Et sans vouloir me vanter, mais à ce moment-là je trouvais vraiment Google plus intéressante et c'est vrai que j'ai eu de la chance sur ce coup-là. Mais c'est vrai que comme je fais le suivi de résultats de Microsoft dans le club Bourse Eco, à chaque fois que je suis sérieux, je me dis ah ouais quand même. Elle est vraiment jolie cette boîte. Donc j'avais hâte de re-rentrer et là c'est vrai que je trouve que le marché nous redonne l'occasion de rentrer à un prix plus ou moins attractif, mais on aura l'occasion d'en discuter. Xavier, toi, qu'est-ce qui t'intéresse dans cette action? Ce qui est marrant, c'est que moi, comme c'est une action que j'ai depuis longtemps, c'est une action que j'ai vue se transformer. Et c'est ça qui est drôle quand on détient une boîte pendant longtemps, c'est qu'on la voit se transformer et ce qu'on voit, ça nous plaît ou ça nous plaît pas. Moi, Est-ce que je peux te demander, Xavier, Oui. Depuis quand tu es sur Microsoft? Alors, j'ai essayé d'y réfléchir, c'est pas évident pour moi, mais je me souviens que ce qui m'avait fait rentrer, donc je vais dire, et c'était un très bon timing, mais c'était pas forcément une monstre position à l'époque, je pense que c'était autour de 2014, c'est là où il y a eu beaucoup de changements en fait. C'est que moi, ce qui m'a fait rentrer, c'est simple, c'est que moi, je suis un enfant d'Excel, d'Office et de Windows, ok? Donc, quand Microsoft a basculé dans le modèle SaaS, quand ils ont basculé dans le modèle par abonnement, aujourd'hui ça paraît une évidence, à l'époque c'était un gros choc. Pour moi c'était un gros choc sur mon PC perso, quand au lieu d'acheter pour pas grand-chose Office, etc. Et en fait que tu laisses traîner jusqu'au moment où vraiment les mises à jour c'est pourri ou alors qu'il y a des gros ajouts, des trucs vraiment plus sympas, tu traînes ton Excel qui a 4 ans ou 5 ans. C'est pas si grave en fait parce que les fonctions changent pas, il y a rien qui change. Et quand tout d'un coup on te dit qu'il faut que tu payes un abonnement, c'est le choc, c'est vraiment le choc parce que on a du mal à se rendre compte, mais on achetait un logiciel comme on achète un objet et tout d'un coup tu deviens locataire en fait, tu te mets à louer le logiciel, ce qui aujourd'hui est normal, c'est le modèle SaaS. À l'époque c'était vraiment choquant. Et Microsoft, c'était tout sauf une évidence. À l'époque, c'est ça qu'il faut voir, c'est que c'était une boîte qui avait eu de la hype en 2000. On était encore de mémoire un peu en dessous des prix, encore en dessous du plus haut. Steve Ballmer, je veux dire, c'était le gars qui était tout sauf sexy. Même, il faisait un peu loser, hein, faut avouer. Il y avait, alors que Bill Gates, il avait ce côté quand même, c'était le génie créateur. On le revoit avec les grosses lunettes, l'histoire du garage. Etc. Donc, c'était vraiment devenu la boîte loose, quoi. Moi, je trouve, hein, vraiment dans les années 2000-2010. Et c'est vrai qu'en 2014, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées. Il y a eu bien sûr Nadella qui est arrivé, l'abonnement qui est arrivé, je crois, un an avant. Le cloud, en tout cas pour moi, je vais vous dire franchement, c'était une inconnue à l'époque, dans le sens où c'est absolument pas ça qui m'a fait rentrer. Et ce qui a été chouette depuis cette période-là, c'est que honnêtement, il n'y a pas eu de doute. Jusqu'à
presque maintenant, il n'y a eu aucun moment de doute. C'est-à-dire que, et c'est là où j'ai renforcé, c'est-à-dire qu'après les années 2015-2018, il y a le cloud qui a commencé à être un L'accélérateur. raz-de-marée énorme. Et ce qui était un peu pas désagréable, c'est que évidemment c'était AWS et c'était Amazon qui tirait tout le monde, mais Microsoft arrive, gagne des parts de marché, et on sait la puissance que peut avoir Microsoft. Et surtout, Microsoft, c'est une boîte, je pense qu'on en parlera aussi, qui a fait des énormes échecs. Énormes échecs. À chaque fois qu'ils sortent de leur cœur de métier, donc en gros, l'écosystème entreprise, dès qu'ils sortent, ils se font défoncer. Même si ça va mieux un peu sur les jeux vidéo, ils se sont fait défoncer sur la Xbox, ils se sont fait défoncer sur le hardware, ils se sont fait shooter sur le SEO, sur tout ce qui est recherche, etc. Mais bon, Sur le si on mobile oublie tout aussi. ça, Sur le mobile. Sur sur le mobile, exactement. Si on oublie tout ça, c'est vrai que moi, j'avoue que j'ai eu très peu de doutes. Donc, j'ai suivi, j'ai renforcé. Je renforce plus depuis un moment parce qu'elle a été chère. Et maintenant, il y a potentiellement quelques menaces. Mais j'avoue que ça n'a pas été la position la plus compliquée à garder. Voilà, donc le point d'entrée était bon. Après, j'ai renforcé. Et pareil, ça ne m'a pas gêné de renforcer. Je ne trouvais pas que les prix étaient délirants. Il n'y a pas eu de frayeur, en fait. Et c'est quand même assez rare, si je prends le temps de détention, de ne pas avoir de frayeur sur une boîte qui a de telles perfs. J'ai pas eu de doute, enfin, je pense qu'on m'a jamais entendu douter de Microsoft, etc. Donc, j'avoue que pour moi, c'est un grand plaisir de l'avoir depuis aussi longtemps. Mais ce qui est marrant, c'est que je ne l'ai pas acheté pour le cloud, je ne l'ai évidemment pas acheté pour l'IA, et tout ça, c'est arrivé après. Et aujourd'hui, j'ai une boîte qui est complètement différente que celle que j'ai achetée à l'époque. Ouais, c'est intéressant, je te propose qu'on reste un peu sur cette thématique parce que nous, c'est vrai que enfin, depuis que j'ai investi en bourse, Microsoft, c'est une évidence. Enfin, je veux dire, il n'y a pas trop de questions, c'est ce que tu es en train de dire. Mais en 2014, tu investis déjà de façon quality long terme. Tu as abandonné tout ce qui est Non, non, value. non, non, j'avais du value, j'avais tout ça, etc. Et, euh, Ok, et justement, si je me replonge à l'époque, je voyais plus un peu un retournement, tu vois, un truc un peu ok, comme ça. Dossier pas forcément évident, mais c'est pas du tout, c'est ça qui est drôle, c'est pas du tout le bulldozer ou le paquebot. Enfin, tu vois, ce côté inertie, il n'y avait aucune inertie, c'est ça le truc, c'est qu'il n'y avait pas d'inertie. À l'époque, c'était plutôt un pari risqué. Et là où j'ai été aidé, je pense aussi, c'est que j'ai mis du temps à être convaincu par Apple en tant que produit. d'accord. C'est-à-dire que si je devais avoir j'avais un iPhone en 2014, mais, euh, mais ça m'a jamais gêné de voir que Microsoft n'avait pas le meilleur produit. Parce que moi, c'est un truc, Microsoft, je l'ai toujours vu comme ça. Microsoft n'a jamais le meilleur produit. Teams, c'est pas le meilleur. J'imagine qu'ils sont meilleurs dans rien, mais l'ensemble, et notamment l'écosystème et le nombre de clients qu'ils ont, etc., le nombre de points de contact qu'ils ont avec les clients, ça fait qu'à la fin, tes clients Microsoft, Excel, c'était pas génial, et pourtant j'ai passé des heures de ma vie, enfin plus que des heures, des mois de ma vie sur Excel, sur PowerPoint, sur tous ces trucs-là. Et donc, c'est assez marrant. Mais à l'époque, ouais, tu as raison. Enfin, non, je n'étais pas quality et c'était pas forcément un dossier quality à l'époque. Ok. Et donc toi, vraiment, c'était vraiment, tu jouais le retournement plus le côté, tu connais bien leurs produits que tu Et utilisais moi, beaucoup. ce qui m'épatait, c'était vraiment l'aspect, qui est toujours le cas aujourd'hui, à quel point les entreprises étaient loquées. Mhm. Et je me disais, moi qui, à l'époque, je travaillais dans une grosse boîte avec du Excel, du PowerPoint partout, du Windows partout, évidemment. Quand tu es dans des métiers créatifs, tu peux voir des gens qui bossent sur Mac, tu peux voir des gens qui sont sur, etc. Mais dans le monde dans lequel j'étais, c'est un monde de PC. Moi, dans un monde banque, finance, c'est un monde de PC. Même à l'époque où l'iPhone explosait, on avait tous des BlackBerry. Tout le monde avec le BlackBerry de boulot. Personne avait. C'était impensable dans une grande banque d'avoir un iPhone de boulot dans les années. Enfin, après la création de l'iPhone. Après, c'est devenu beaucoup plus corporate. Mais c'était un truc de designer, en fait. La partie Apple, c'était designer, c'était le look, c'était le son, c'était le montage vidéo. Et c'était pas du tout le monde dans lequel j'étais. Donc pour moi, le monde du PC, c'était un monde. C'était une rente, en fait. Voilà, c'est ça le truc. C'était une rente pour moi. Et toi, Loris, alors, qu'est-ce que t'aimes vraiment dans ce dossier? Qu'est-ce qui a fait la différence pour que tu te dises, je rentre? Bah, c'est une bonne question. Il y a pas mal de choses. Bon, premièrement, c'est un peu un ETF technologique. Donc, c'est-à-dire qu'on a à peu près tout. On a de la productivité, on a des CRM, des ERP, on a des jeux vidéo, des réseaux sociaux, du cloud, de l'hardware, de l'IA. Donc, il y a un peu de tout. Donc, ça, c'est quelque chose que j'apprécie souvent.
Après, la réalité, c'est un peu comme Xavier. Je considère que c'est un bulldozer depuis tellement longtemps. Ils investissent tellement sur la R&D, sur l'IA et autres, en fait, que je me dis qu'ils arriveront à traverser les crises. Là où sur d'autres dossiers, je suis un peu plus, pas sceptique, mais on va dire qu'ils ont tellement de segments que si la Xbox ça marche pas, c'est pas grave. Pourtant, ils ont mis 80 milliards sur Activision, hein, mais c'est pas grave. Si Excel, on va dire, la suite Office marche moins bien, ce qui est le cas depuis quelques années, bah, c'est pas grave, il y a le cloud qui reprendra. Donc c'est un peu tout ça qui me fait dire qu'il y aura des couacs, mais les couacs vont être vraiment surpassés par le cloud ou par l'IA ou autre chose. Et en plus de ça, bah, ils sont tellement bien positionnés sur l'IA que je me suis dit, bon, allons-y quoi. Mais aujourd'hui, je vais être honnête, même si je suis entré sur le dossier, on en parlera d'OpenAI. Je suis pas le plus grand fan d'OpenAI, donc il y a quand même quelques petites alertes orange dans mon cerveau. Donc j'ai ma petite checklist et c'est vrai qu'OpenAI est peut-être en premier quoi. Donc voilà, je sais pas si toi Abdallah t'as d'autres choses, est-ce que c'est le cloud ou un peu pareil, le fait que ce soit... Bah moi c'est un peu ce que dit Xavier, hein, mais pour moi c'est vraiment le cœur de leur avantage compétitif, c'est vraiment le côté, ils sont le centre névralgique des entreprises, en tout cas des grandes entreprises, la majorité des grandes entreprises. Et ça leur donne un avantage monstrueux. Et bon, on va pas rentrer forcément dans le détail parce qu'on a fait une analyse fondamentale dans le club Bourseco et on explique ça très bien. Mais globalement dans le logiciel, un des premiers coûts, c'est l'acquisition client. Le fait d'acquérir des clients, tu as besoin de sales, etc. Et donc, moi, je trouve qu'un des meilleurs exemples, c'est Teams. Donc, Teams, ils étaient très en retard. Donc, je sais pas si tu te rappelles, Xavier, mais on travaillait sur Skype, etc. C'était Ouais, pourri. bien Enfin, sûr. moi, de souvenir, c'était vraiment pourri. Et il y avait des solutions qui arrivaient sur le marché, dont Slack est la plus connue. Et Microsoft était très en retard. Et en gros, ils ont lancé Teams et ils n'ont même pas eu besoin de faire des campagnes de publicité, d'avoir des sales en plus, etc. Ils l'ont juste intégré, augmenté les prix de l'abonnement. Donc au début c'était intégré, puis après ils ont augmenté les prix. Et après ils ont conquis tout le marché quasiment, excepté évidemment ceux qui utilisent encore Slack. Mais cette force, cette capacité à être au centre des entreprises et après de pouvoir distribuer de nouveaux produits avec un coût d'acquisition client quasi nul, moi je trouve que c'est une force mais extrêmement importante. Et c'est aussi le cas par exemple pour Dynamics. Donc Dynamics c'est le CRM ERP de Microsoft. Aujourd'hui on a des grosses boîtes qui sont valorisées des centaines de milliards de dollars ou d'euros comme SAP ou Salesforce. Eh bien, ils ont réussi à construire une offre qui est certes moins puissante aujourd'hui, mais ils gagnent des parts de marché petit à petit en créant cet écosystème où on a le cloud, le RP, le CRM, la bureautique, etc. Et c'est aussi la même raison pour laquelle Azure marche bien. Parce que Azure, il faut le voir, ils sont très en retard par rapport à Amazon. D'ailleurs, il y a une interview de Jeff Bezos où il dit le cloud, c'est un truc de fou. Pendant X années, alors je ne sais plus combien, on n'avait pas de concurrence. Il n'y avait personne. Et c'est un peu ça. Et donc, ils sont arrivés. Et leur grande force à Microsoft, c'est qu'ils sont déjà présents dans les entreprises et ils leur offrent une solution intégrée. Et là où ils sont très forts aussi, Microsoft, par rapport à Amazon, c'est ce qu'on appelle le cloud hybride. Donc, une partie qui est cloud privé de l'entreprise et une partie qui est cloud public. Donc, et le fait de savoir mixer les deux, c'est là où ils sont très bons. Et c'est comme ça qu'ils gagnent des parts de marché. Donc, c'est vraiment ce côté position centrale au sein des entreprises et surtout des grosses entreprises, moi, qui me plaît et qui leur donne un avantage compétitif de fou. Qui après, il y a d'autres choses, hein. Je pourrais aussi parler de Satya Nadella qui est excellent à son poste. Même si en 2014, on n'avait pas de recul pour savoir s'il était bon ou pas. Mais aujourd'hui, c'est probablement le meilleur PDG des Big Tech. Aujourd'hui, je trouve personnellement. Donc voilà, il y a pas mal de choses sur le côté avantage compétitif. Maintenant, sur les perspectives de croissance, moi, il y a un sujet que j'aimerais qu'on évoque ensemble. Donc, moi, sur le cloud, je m'inquiète pas trop. Ça va continuer à croître de façon assez importante. Il y a l'IA. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Après, il y a le sujet de la rentabilité sur l'IA. Mais sur la partie bureautique, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, un des gros enjeux là de Microsoft, c'est de se dire, on n'arrive plus à vendre plus de sièges, normal, mais on augmente les prix grâce à l'IA, on intègre Copilot, etc. Sauf que forcément, je pense qu'il y aura une limite à ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que les perspectives de croissance, notamment sur la partie productivité, comment vous les voyez? Toi, Xavier, par exemple. Moi, dans les limites, c'est un des points que j'ai noté. C'est-à-dire que
Effectivement, en nombre de sièges, c'est encore croissant, mais c'est faible. Et ils arrivent et c'est très bien expliqué dans l'analyse fondamentale que Loris a faite, ils arrivent à augmenter le bundle avec des abonnements ils augmentent les prix en même temps que l'offre. Enfin, c'est toujours un mix où tu sais jamais trop si est-ce que tu payes plus parce qu'ils te rajoutent des choses avec du copilote, etc., ou est-ce que c'est plus cher. Et je pense qu'effectivement, on a déjà parlé du problème des sites, du problème du nombre d'utilisateurs dans ces métiers très bureautiques, très admin, qui sont les premiers touchés par l'IA. Donc, il va y avoir un problème sur le nombre de licences. Enfin, un problème. En tout cas, si ce n'est pas de baisse du nombre de sièges, en tout cas, ça va être limité. Et sur les prix, je pense qu'il y a toujours une limite. Mais c'est plus un problème de croissance. Tu as raison, Abdallah. La croissance, je ne vois pas de raison de venir de là. Et il va falloir changer à un moment probablement soit de pricing model, soit de la manière dont le cloud a changé de pricing model avec beaucoup plus un pricing par nombre de tokens utilisés, etc. Peut-être qu'à un moment, il faudra changer le côté nombre de licences fois un prix qui augmente, mais potentiellement avec des limites. Moi, ça fait partie de mes doutes. Mais si ça arrive lentement, il y a une grosse inertie, les prix vont continuer à monter, mais un petit peu moins vite, le nombre de sièges, on voit que ça grimpe encore. Donc, c'est pas une grosse inquiétude, mais c'est une limite pour moi. Je sais pas, Loris, ce que tu en penses. Moi, en fait, sur le nombre de sièges, ça reste une inquiétude. Après, on le voit sur la distribution, comme tu l'as dit, Xavier, hein. Enfin, moi, je pense pareil. Je trouve que les produits Microsoft sont loin d'être les meilleurs, mais ils sont tellement bons sur la distribution. On le voit avec Copilot, là, ils ont commencé à accélérer. J'en parlais sur LinkedIn, tu vois, donc de Microsoft, donc on voit vraiment l'écosystème. Mais aujourd'hui, il y a 3% des clients qui sont payants sur Copilot. Je pense qu'ils pourront facilement monter à 15-20%. On parle d'un pool quand même de 400 à 450 millions de clients. Donc si tu passes de 12 millions de clients payants à 80 millions, ça en fait quand même quelques sous. Donc moi je suis plutôt confiant là-dessus. Je pense qu'ils vont pouvoir développer de nouveaux produits et reproposer à leurs clients ce genre de solution. Et par contre, je suis beaucoup plus confiant sur la partie vraiment Dynamics. Je pense qu'ils vont continuer à prendre des parts de marché. Oui. Clairement, le fait d'être fort en distribution, parce que pour moi c'est que de la distribution ce genre de marché, ça va les aider. Et sur LinkedIn, j'ai toujours été déçu sur LinkedIn. J'ai toujours trouvé que le modèle de monétisation pouvait être bien meilleur. Je trouve que Meta est meilleur, je trouve que YouTube est meilleur. Enfin, les réseaux sociaux des autres, je les trouve meilleurs. Après, ça peut continuer à s'améliorer et je pense qu'on aura de plus en plus de métiers dans le service, en Inde ou autre, et donc ils vont aller sur LinkedIn. Mais si je prends toute cette partie productivité et processus, je pense que en moyenne ça va rester bon. Après, moi c'est surtout le cloud qui m'intéresse. C'est vrai que ça c'est plutôt, je pense qu'on sera plutôt entre 8 et 12% de croissance. Et sur le cloud, on sera plutôt à 20-25. Donc je pense que le marché non plus s'attend pas à quelque chose d'exceptionnel. À Copilot, en fait, tout l'enjeu, c'est l'intégration de Copilot. Pour le moment, tu dis 3%, mais certains estiment que c'est un semi-échec, en fait. Que l'adoption de Copilot. Donc, est-ce que ça va changer à l'avenir? C'est difficile à dire. Peut-être que oui, peut-être que non, tu vois. Mais en tous les cas, c'est sûr que je pense qu'un des gros enjeux actuels de Microsoft, c'est d'arriver à faire adopter Copilot. Parce que s'ils arrivent à le faire adopter, effectivement, je pense qu'ils ont de multiples solutions pour le monétiser. Et d'ailleurs, on en parlera, c'est le lien avec OpenAI. Mais dans Copilot, ils ont intégré dernièrement Claude, Cowork, enfin toutes les dernières solutions d'Anthropic. Parce qu'il y a peut-être une question sur ChatGPT, etc. Mais c'est un autre sujet. Je voulais aussi rajouter un truc. Je te laisse la parole, Xavier. Je pense, quand on a fait l'analyse fondamentale de Microsoft, il y a un truc que j'avais complètement sous-estimé. C'est l'acquisition de LinkedIn. Donc pour moi, LinkedIn, c'était un relais de croissance, voilà, un réseau social. Mais en fait, la data qu'ils captent de LinkedIn, qu'ils peuvent utiliser sur Dynamics, par exemple, pour leur CRM, c'est énorme. Et d'ailleurs, Marc Benioff, PDG de Salesforce, avait attaqué en justice Microsoft, en tout cas, ou menacé d'attaquer en justice, je ne sais plus exactement, justement parce qu'il considérait que c'était un avantage compétitif qui risquait de loquer en fait l'accès à cette donnée. Et que du coup, ça leur donnait un avantage trop important et qui fausse un peu le marché. Donc, je trouve que mine de rien, ce move d'acheter LinkedIn était pas bête dans le cas de Microsoft. Moi, je pense qu'on ne peut pas comparer à Meta. Quand, Loris, tu parles des autres réseaux, parce que les autres réseaux, ils sont basés sur la pub. Or là, tu peux vraiment vendre des services et ils le font déjà. Je veux dire, tes ressources humaines aujourd'hui, si tu lis LinkedIn, IA, machin, etc., tu peux te voir proposer des
les meilleurs profils du monde. Je veux dire, c'est la base mondiale des CV de Du partout. Donc, CSP+. moi, c'est pas ce qui. Le côté réseau social, c'est presque décevant. Le côté décevant de LinkedIn, je veux dire, les posts et tout, moi, j'en peux plus. Mais on est obligé de ça pour que les gens aillent dessus. Et bon, les utilisateurs s'en servent comme. Mais c'est pas les utilisateurs payants. Les utilisateurs, ouais, si c'est utilisateurs, eux, ils ont besoin de ce côté création de contenu pour être là et se connecter. Mais le vrai argent, il va être fait du côté des entreprises. Et c'est là où le move, il est incroyable. C'est que tu peux vraiment vendre, comme tu dis, de la data, tu peux vendre un accès aux meilleurs profils. À mon avis, il y a encore pas mal d'argent à prendre là-dessus. Mais il faut qu'ils trouvent le bon moyen. Je suis d'accord, hein. Mhm. Quand je comparais, c'est juste, je pense que Meta a vraiment trouvé son modèle. Pareil pour YouTube. Je trouve que LinkedIn, il y a un potentiel énorme. Et au final, il y a assez peu de profils qui ont besoin de LinkedIn Premium. Donc, t'as les RH, bon, t'as pas mal de profils, hein, je dis pas. Mais parmi le nombre, je trouve, de clients, ils ont quand même 1 milliard de personnes sur LinkedIn quasiment. Je sais pas combien ont le Premium, mais c'est ridicule. Et Mais je pense que c'est c'est pas leur modèle de rémunération, hein. Franchement, pour les RH et les commerciaux, ils ont tous LinkedIn Premium, hein. Oui, mais c'est combien de Ça, personnes c'est... sur les 1 milliard? Moi, c'est ça qui me dérange. Mais, C'est au- tu vois combien ils payent ou pas? Oui, Leur non, mais abonnement, je c'est vois, pas... non, mais je vois les prix. Mais je trouve qu'il y a un potentiel énorme. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis sur LinkedIn, admettons. Il faudrait une solution pour moi pour que je puisse payer. Je sais pas, plus de visibilité, quelque chose, tu vois. Je trouve qu'il manque plein de profils qu'on pourrait aujourd'hui atteindre. Je dis pas qu'on va avoir 1 milliard de gens qui vont payer. Mais je pense que si on a 10%, ce serait déjà bien, tu vois, 100 millions de personnes qui payent. Je pense que c'est pas inatteignable. Mais je suis d'accord avec Xavier, je pense qu'il y a un sujet de... c'est pas la même chose que Meta. En fait, Meta, c'est du divertissement. Et LinkedIn, bon, ça reste, il y a une part de divertissement évidemment, mais ils ont un enjeu de garder la crédibilité du réseau social. Et donc, si tu mets juste en avant, je sais pas, Mais des posts... ils n'ont pas la crédibilité. Alors c'est mon avis perso, hein, mais je pense qu'ils Tu- peuvent faire ah, de la publicité. Je pense qu'ils peuvent faire de la publicité très très bien rémunérée. Je trouve que les publicités Mhm. LinkedIn sont nulles. Enfin, je n'ai jamais vu un réseau social faire Ouais. autant de mauvaises publicités. Je trouve qu'au contraire, c'est le réseau social pour faire de la bonne pub. Et je trouve qu'ils le font pas bien. Après voilà, ça reste un débat, hein. Je suis d'accord avec toi, Mhm. hein. Mais je suis d'accord, je suis d'accord. Je trouve que... je sais pas, je trouve que Microsoft, c'est une boîte d'abonnement, de professionnels, c'est pas une boîte de publicité, là où Meta et Alphabet, c'est des boîtes de publicité de base. Et C'est ça se là où ressent sur la LinkedIn. thèse de Loris, elle se tient. C'est que comme ils savent pas trop où aller, ils font rien de bien pour le moment. C'est-à-dire qu'ils mettent pas le paquet sur la vente de données et faire payer très très cher aux grosses boîtes. Admettons, ils te grisent la plupart des données d'un CV. D'accord? Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Aujourd'hui, tu as accès à tout le CV, en tout cas ce que met la personne. Imagine, ils te grisent tout ça. T'es RH, tu cherches, t'es chasseur de tête, tu cherches un profil, mais tu es prêt à payer très cher pour avoir cette donnée. Pour savoir qui a bossé dans tel domaine du cloud ou de l'IA, quand tu as des domaines qui sont hyper tendus, tu es prêt à payer très cher. Mais aujourd'hui, ils hésitent à monétiser ça trop cher. Et côté pub, ils hésitent aussi. Parce qu'on voit ce que c'est. Enfin, moi, les pubs que je vois sur LinkedIn, c'est des, je sais pas, c'est des séminaires, c'est des grosses boîtes que tu connais déjà. Il y Et a de la qui te remettent... crypto, enfin c'est. Ouais, c'est vrai que tu es un peu n'importe quoi. Et ils pourraient, mais ils veulent pas basculer sur la pub, je pense. Ils ont peur. Ils ont peur de devenir un Facebook bis, en fait. Il y a une question sur la monétisation de LinkedIn, c'est clair. Après, je faisais la réflexion, est-ce que, ça je pense c'est d'un point de vue concurrence, ça a posé souci, tu vois, mais proposer un peu comme Gemini un package, t'as ton Gemini, t'as ton YouTube Premium, t'as LinkedIn Premium, et puis t'as, je sais pas, Copilot, je sais pas s'ils peuvent faire un truc comme ça, je pense que ça pourrait être interdit notamment en Europe, mais je pense qu'ils utilisent pas assez leur écosystème, mais c'est vrai que LinkedIn est très très fort pour utiliser après Dynamics, enfin, La question, c'est à quel point ils arrivent à valoriser la donnée qu'ils ont sur LinkedIn sur leurs autres produits. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas lire dans les états financiers, mais c'est probablement important, en tout cas j'espère. Mais c'est vrai qu'il y a un sujet de monétisation sur LinkedIn. Euh, bon, c'est vrai que la publicité, elle est vraiment pourrie, quoi. Quand je vois les pubs qui passent sur LinkedIn, c'est pas bon. bah moi je trouve que c'est le seul, bon, je parle pas d'Apple, hein, mais tu regardes aujourd'hui, t'as Google et Meta qui sont incroyables en publicité, t'as Amazon qui est en train de scaler de façon incroyable, et puis t'as Microsoft, c'est le seul qui n'est pas sur la publicité aujourd'hui. Donc on verra s'ils y vont, hein, mais pour le moment c'est pas un sujet, j'ai l'impression. Ok, et après maintenant, on passe à Azure, le cloud. Avant de parler des menaces, hein, on va repasser chacun des segments. Donc maintenant, on va passer à Azure.
Donc globalement, hein, et j'imagine que comme le reste du marché, c'est vraiment ce que vous observez le plus. Toi, Xavier, comment tu as vécu en fait cette montée en puissance d'Azure et comment tu le vois pour l'avenir? Azure, il y a eu deux fusées, enfin deux moteurs à la fusée. Il y a eu le moteur cloud traditionnel qui déjà, je trouvais, était exceptionnel parce que ça veut dire que c'est un changement total de la manière dont les entreprises gèrent leur parc informatique. Moi, j'ai vécu l'époque où tout le monde a son PC, où la boîte a ses serveurs et où tu as des batteries d'informaticiens qui sont là pour gérer tout ça. Aujourd'hui, tout est externalisé et ça va dans l'idée qu'il faut externaliser quand c'est pas ton cœur de métier. Et l'informatique, c'est pas le cœur de métier de la plupart des boîtes. Donc, c'est hyper logique de tourner sur des serveurs plus rapides, mieux sécurisés, etc. Et après, le deuxième moteur, c'est évidemment l'IA et tous les besoins qui tournent autour de ça. Et dans cette folie d'IA aujourd'hui, moi, je suis comme beaucoup de monde, c'est-à-dire que j'entends Microsoft qui dit et c'est pas les seuls, hein, qui dit en fait l'utilisation de nos serveurs, c'est qu'une question de capacité. Ce qui ralentit, c'est le fait qu'on n'ait pas assez de capacité de calcul, plus que la demande. La demande est là et dès qu'on branche un nouveau rack, c'est utilisé immédiatement et on arrive à le rentabiliser immédiatement parce qu'il y a trop de... La demande est complètement dingue. Et puis, il y a ce côté des CAPEX, des investissements dont on discutera. Mais moi, je regarde la croissance de ce truc-là avec des gros yeux depuis des années et des années. On a une croissance qui est complètement folle. Quand on regarde les chiffres, à chaque publication, et comme tu disais, Abdallah Yassel, que tu as commenté, la dernière qui est sortie en janvier, à chaque publication, on se dit, mais c'est fou cette traction qu'il y a sur le cloud. Donc évidemment, c'est ça qui excite tous les investisseurs sur Microsoft. Et tu le vois comment, toi, pour la suite? Toujours confiant? J'imagine que oui. Hein. Moi, je suis forcément confiant parce que à moyen terme, en fait, court terme, moyen terme, c'est un peu, ça me fait penser aux commandes dans la défense. Le carnet de commandes, il est plein, en fait. C'est comme sur les Rafales, c'est comme, c'est super. Après, il y a toujours ce petit doute que j'ai, mais c'est plus un doute théorique en me disant, certaines fois, quand il y a ça, il y a un moment, il y a surproduction. Mais c'est difficile à croire dans le monde de l'IA, c'est ça le truc. Mais il y a une petite partie de moi qui me dit, à un moment, les gens s'excitent, ils voient la demande qui monte, donc tout le monde commande plus que nécessaire parce qu'ils se disent, comme ça augmente de 30% par an, mais même les boîtes, je vais commander 30% de capacité en plus l'année prochaine. Puis comme Microsoft me donne pas tout, je vais même commander 40%. Comme ça, même s'ils me limitent, moi, c'est toujours bon et j'en prends d'avance. Enfin, il y a un peu ce côté-là aussi, quand on s'excite comme ça avec une demande qui augmente, c'est les copains augmentent donc j'augmente, on me donne pas tout donc j'augmente, et puis le jour où ça freine un petit peu, la croissance des boîtes freine, tout d'un coup ils stoppent tout et puis ils disent on va ralentir un peu, on va pas même les tu vois le temps d'attente par exemple qu'on a sur les serveurs d'IA, aujourd'hui on est habitué à des réponses instantanées, etc. Peut-être qu'à un moment ils se diront on va se calmer, on va donner des réponses de moins bonne qualité, on va donner des délais de réponse, on va faire payer pour tout ça. Donc moi je suis excité et je pense qu'il n'y a pas de problème de demande à court terme, moyen terme. Donc ce que j'appelle court terme, moyen terme, on va être sur du 2-3 ans. C'est ce que nous annonce Nvidia, c'est ce qu'on voit un peu partout, 2-3, peut-être 4 ans. Et après, il y a l'inconnu de la suite, quoi. Mais pour le moment, ça tient, là, on a une croissance de dingue. Et un truc que je n'ai pas précisé, parce que moi, j'ai beaucoup parlé de l'ancien Microsoft au début, mais le Microsoft actuel, quand on parle d'Activision, LinkedIn, etc., c'est une boîte qui est encore beaucoup plus belle que celle dans laquelle je suis rentré. C'est que Bien sûr. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de segments qui sont super excitants, et même quand on parle de la partie productivité, etc., qui n'est pas ce qui nous excite le plus, on est malgré tout sur des taux de croissance qui, dans d'autres domaines, seraient vus comme super bons. C'est ça le truc. Le luxe tuerait pour avoir les taux de croissance qui sont considérés comme très moyens dans la partie productivité, quoi. Je suis pas forcément d'accord. Moi, je trouve que la partie productivité processus, moi, je trouve que beaucoup parlent du cloud, mais je préfère en fait cette partie-là, à vrai dire. Je trouve que tu as de la récurrence, des abonnements, les marges, c'est là qu'elles sont les plus élevées, faut pas oublier. Donc non, moi c'est vraiment la partie que je préfère. Le côté en plus, ils sont vraiment indispensables, ils ont quasiment pas de concurrents. Workspace de Google, je trouve pas que c'est vraiment des concurrents sur leur... En fait, leur segment de marché, c'est les grandes entreprises et Workspace est très peu présent là-dedans. Donc non, moi j'aime bien. Après, la question c'est, on a parlé de croissance et la croissance, elle viendra beaucoup en fait du cloud, en tout cas c'est ce qui est attendu dans les prochaines années. Là pour le moment le segment productivité processus est toujours le premier, mais je pense que d'ici quelques trimestres, vu la trajectoire, ça va le dépasser. Donc voilà, la partie Azure c'est vraiment la croissance et les perspectives pour l'avenir.
Toi, Loris, comment tu vois ce segment? Alors en fait, c'est toujours très compliqué parce que ça avance tellement rapidement. Donc Azure, ils ont commencé en 2012. Il a fallu attendre quasiment 2020, 2021 pour qu'on se dise ah enfin, donc 8-9 ans. Donc déjà, je trouve intéressant, c'est-à-dire que comme tu l'as dit, Xavier, en 2014, le cloud, on se disait bon, est-ce que ça va être rentable? Et jusqu'à quasiment 2021-2022, on se disait ça, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est très rentable. Ils font 45% de marge, donc tant mieux. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'ils prennent. Après, on le savait parce qu'AWS avait C'est ce que montré le j'allais dire. chemin. Non, je suis d'accord avec toi, mais 2022, je te remets dans le contexte. Après, je dis pas qu'on était d'accord, hein, c'est pour ça qu'on a acheté ces dossiers-là en 2022. Mais en 2022, on se disait, attends, mais ils mettent autant de capex pour le cloud. Si tout le monde, comme il y a, si tout le monde met autant de capex dans le cloud, est-ce qu'il va pas avoir une surdemande, enfin une surproduction, pardon. Au final, c'est pas le cas et je pense que ce sera pas le cas, hein. Mais donc moi, je suis toujours très confiant sur Azure. Je pense qu'ils vont continuer à prendre des parts de marché à AWS. Après, de combien, je sais pas. Mais la réalité, c'est que j'ai du mal à voir Azure pas croître à 15, 20%, 25% sur les prochaines années, hein. Et on parle de 20% de croissance sur des niveaux de chiffre d'affaires qui sont, je trouve, incroyables. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est sur le dernier résultat, quand Microsoft, je crois qu'ils font 39% de croissance sur Azure et qui Et disent ils ont. waouh, on a fait moins bien que prévu, on est un peu déçu parce qu'on n'avait pas assez de capacité. Et là, tu te dis ah oui, donc ils auraient pu faire 45, 50% de croissance. Donc là, voilà, pour moi, c'est là que tu te dis où en fait il y a encore un boulevard sur le cloud. Donc très confiant sur Azure comme vous. Mais moi j'ai les trois de toute façon. Donc entre Google, Amazon, même j'ai Meta, enfin, ça me dérange pas quoi. Bah, j'ai les trois aussi et je crois que toi aussi, Xavier, hein. Oui. Donc, bon. Ça Donc, on a dépend. tous Enfin, les trois. oui, oui. Enfin, ça dépend ce que vous appelez les trois. Si la troisième, c'est Amazon ou Meta. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'aime bien dans cet écosystème. Enfin, c'est dans ces différents écosystèmes, c'est que il n'y a pas de problème à tous les avoir. Et au contraire, je trouve que il y en a qui sont fans voilà, de l'écosystème Microsoft, d'autres d'Alphabet, Google. Et je trouve que c'est hyper complémentaire. Et ils sont pas bons sur les mêmes choses. C'est ça qui est génial. Sur le search, Microsoft n'a jamais réussi à s'imposer. Bing, c'est un échec, même si ça reprend un petit peu des couleurs, ça reste quand même un gros échec. Mais de l'autre côté, Alphabet, au contraire, c'est là où ils sont très, très forts. Donc, je trouve que c'est très complémentaire. Même chose avec Amazon. On a le cloud avec une part de marché qui baisse, mais on a tout le côté e-commerce aussi qui est là derrière. Donc, c'est pas comme si on avait des clones avec un qui va prendre et couler les autres. Elles peuvent très bien, elles cohabitent super bien et elles ont toutes Mm. des belles croissances. Moi ce que j'aime bien sur cette partie-là, c'est que pour compléter ce que tu dis, c'est je sais pas, admettons si la publicité va moins bien, bah, Microsoft, bah, ils s'en fichent. Au contraire, ça va impacter peut-être Google. Si le cloud va moins bien chez Amazon, bah, c'est une bonne nouvelle pour Microsoft. Si la pub va bien, bah, enfin, Amazon va en profiter parce qu'ils sont bons sur la pub actuellement. Donc je trouve, si un va moins bien, je pense que l'autre va en profiter en fait. Donc ça fait un mini ETF hyperscaler avec chacun leur zone de génie, tu vois. Donc c'est vrai que c'est sympa, tu vois. Le problème quand on dit ça, c'est qu'on est des technofans comme tous les gens qui investissent dans les GAFAM comme des bourrins depuis, depuis 10 ans. C'est ça qui est un peu... En fait, quand tu peux prendre ça par tous les bouts, à la fin, on arrive juste à dire que ça reste des boîtes exceptionnelles, qui ont quand même des faiblesses et des risques, mais c'est pas pour rien que ce sont les premières boîtes du monde. C'est vraiment des boîtes incroyables, incontournables. Et Microsoft, je pense que pour beaucoup de particuliers, c'est la moins instinctive. Parce que c'est moins excitant. Amazon, au moins, tu as ce côté e-commerce, tu commandes des trucs, tu te dis c'est fou. Le côté Apple, tu vois les produits qui design, tu te dis c'est fou. Meta, tu vois que les gens passent sur les réseaux, tu te dis c'est fou. Alors que Microsoft, c'est celle qui est la moins forte sur les particuliers, en tout cas qui vend rien d'excitant aux particuliers, je trouve, à part potentiellement les jeux vidéo. Donc, c'est la moins sexy, je trouve, sur le papier pour quelqu'un qui est vraiment un particulier qui n'utilise pas les outils Microsoft au quotidien. En fait, quand t'es pas boursier, je trouve que Microsoft rapidement, parce que même pour les gens qui utilisent leurs produits, souvent ils se disent que leurs produits sont pas bons. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un dire oh, c'est trop bien Microsoft, vraiment, j'adore. J'ai jamais entendu ça. Donc, je connais des gens qui me disent bon, je suis habitué à Microsoft, je pourrais pas en sortir. Ça j'ai déjà entendu comme toi, hein, donc Excel, etc. Mais alors là, c'est souvent un peu un choix par défaut. C'est jamais un choix par conviction. Et pour revenir du coup à Azure, effectivement, donc sur les derniers résultats, ils ont fait 39% de croissance et le marché s'attendait à 40%. Et c'est ça qui a justifié les moins 8% ou les moins 9% qui ont suivi le lendemain. Donc c'est juste fou en fait. Moi, bon, il n'y a pas trop de sujets là-dessus. Je pense qu'en fait, il y avait un gros sujet avant sur le cloud traditionnel. Donc le cloud traditionnel, les parts de marché sont relativement loquées. Ça veut dire qu'un
Un client, il va pas passer de Amazon à Microsoft, ça coûte vraiment trop cher, le coût du changement, plus le risque que ça se passe mal. Mais là, avec le côté IA, donc le cloud IA, ça rebat un peu les cartes. Ça rebat les cartes, et sur ce terrain-là, Amazon, pour le moment, est moins bon. Et il semblerait que Microsoft et Alphabet se positionnent vraiment bien. Donc il y a un monde où dans les prochains trimestres ou dans les prochaines années, Azure devienne le premier cloud provider. Et ça, j'avoue que quand j'avais investi dessus la première fois, je l'avais pas anticipé ça. Et c'est vrai que c'est un des points. Je pense pas, Abdallah. Moi, en fait, je pense qu'il va y avoir des cycles selon ce qui va se passer. Moi, j'ai l'impression qu'on va finir sur un tiers, un tiers, un tiers. J'ai l'impression qu'on va finir là-dessus, en fait. Ça va changer au fil des années, hein, mais j'ai l'impression qu'on se dirige un peu vers ça. Quand Non, je Azure pense va pas. être premier, Google va continuer à prendre des parts de marché, peut-être, je sais pas, tu vois. Je pense que Microsoft va être premier aujourd'hui, hein. Peut-être ça changera, mais en fait leur force en entreprise est trop important. En fait, s'ils arrivent à gagner des parts de marché sur le côté IA, plus ils ont le côté bundle, écosystème Microsoft au sein des entreprises, l'avantage concurrentiel est trop énorme. Donc avant, il y avait le côté lock du cloud traditionnel. Une fois que tu déverrouilles ce truc, pour moi, grâce à l'IA, ils peuvent devenir premiers, je pense. Et ça va pas être un tiers, un tiers, un tiers. Selon moi. Ok, bon, on verra d'ici 5 ans. Bon, en tous les cas, vu comment c'est parti, normalement, ils devraient dépasser AWS. Oui, ça, je dis pas le contraire. Ça, je dis pas le contraire. Et Google, c'est vrai que pour le moment, ils sont vraiment. Ils sont loin, hein. Si Google rattrape AWS, c'est qu'ils sont vraiment mauvais AWS. Ça va vite, hein. N'oublie pas, ça va très vite, hein. Je pense qu'on va basculer sur l'IA là. Mais ça peut aller très très vite sur le cloud grâce à l'IA, hein, je pense, hein, moi. Oui, non, c'est vrai. Mais du coup, ça veut dire qu'ils sont pas bons à Amazon, hein. Bon, c'est tout ce que ça signifie parce que se faire rattraper autant, parce que Google, ils sont quand même largement derrière. Et ils ont commencé pour le coup très tard par rapport à AWS. Ça, c'est vraiment une question, je trouve, un point d'alerte à se poser. Moi, il y a une autre question sur laquelle un autre terrain sur lequel je voulais qu'on aille. C'est, toi, Xavier, tu avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Quand tu as investi en 2014 sur Microsoft, c'était une boîte qu'on appelle Asset Light, globalement très peu d'actifs. Et le cloud aujourd'hui est en train de complètement changer la face de Microsoft et des autres hyperscalers. Du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça, de la hausse des capex, des investissements dans les data centers? Aujourd'hui, c'est une boîte qui, là, dernièrement, ils ont cramé quoi, 37 milliards de dollars de capex au T1, au T2, donc le dernier trimestre qu'ils ont publié. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Moi, instinctivement, ça me gêne. Si j'oublie la hype, IA, etc., ça me gêne. Mais il faut accepter à un moment que la boîte dans laquelle tu investis, si tu investis sur 10, 20 ans, elle va changer. Et certaines fois, tant mieux, et d'autres fois, tant pis. Mais elle bout. À la fin, on arrive juste à dire que ça reste des boîtes exceptionnelles, qui ont quand même des faiblesses et des risques. Mais c'est pas pour rien que ce sont les premières boîtes du monde. C'est vraiment des boîtes incroyables, incontournables. Et Microsoft, je pense que pour beaucoup de particuliers, c'est la moins instinctive. Parce que c'est moins excitant. Amazon, au moins, tu as ce côté e-commerce, tu commandes des trucs, tu te dis c'est fou. Le côté Apple, tu vois les produits qui design, tu te dis c'est fou. Abdallah, donc investissements qui sont en cash, mais qui sont aussi du leasing de data center. Et moi, le leasing, ça me fait peur aussi, parce que leasing égale dette, hein. Pour moi, d'ailleurs, c'est comme ça que c'est retraité. Donc, que ce soit du cash sorti ou que ce soit des engagements à payer des milliards de location chaque année, de la location de longue durée, c'est de la dette, hein. C'est juste tourné différemment. Et donc, oui, forcément, ça m'embête. Forcément, ça m'embête. Mais sur l'IA, puisqu'on va là-dessus, le gros problème de l'IA aussi, pour moi, le problème central, c'est qui va capter la marge, qui va capter l'argent. Et c'est là où, moi, comme beaucoup, j'ai du mal avec les purs producteurs de modèles. Donc, j'ai du mal avec OpenAI. Et je pense que pour le coup, Microsoft est plutôt bien placé pour choper la marge. De fait de cet écosystème, je pense que quand tu as les mains vraiment, tu es bloqué chez Microsoft, tu as envie que d'une chose, c'est que ce soit Microsoft qui t'offre, qui est une des meilleures IA pour t'offrir le service et que tu n'aies pas à sortir de l'écosystème. Et même chose, si tu es chez AWS, tu as envie que ce soit AWS qui t'offre tous les services d'IA. Tu n'as pas envie de plugger des trucs à droite, à gauche. Donc, moi, ça me gêne, pour répondre. Ça m'embête. Je surveille ça de très près. Mais je pense que Microsoft, c'est un des mieux placés pour capter l'argent de l'IA. Donc, pour le moment, je fais confiance au management. Toi, Loris, qu'est-ce que tu penses là de cette hausse des capex et de la transformation en fait du modèle de Microsoft? En fait, c'est très compliqué parce que avant l'ère de l'IA, on visait plutôt des entreprises vraiment qui investissaient, qui avaient peu d'assets, hein, donc qui n'étaient pas asset heavy du tout.
Et là, c'est vrai que depuis qu'il y a l'IA, on a basculé dans un monde où en fait il faut investir massivement. Enfin, moi, des fois, je me dis quand même, ils investissent 300 millions, quoi. 300 millions de dollars de capex par jour. Enfin, des fois, je me dis, c'est énorme. Chaque heure, il y a 10-15 millions qui partent en capex, quoi. Et ça, c'est juste Microsoft. Amazon fait pareil. Google fait pareil. Et bon, en plus, ils mettent plus que Microsoft. Je crois qu'en 2026, Microsoft, c'est à peu près 100 milliards et quelques. Amazon, c'est 150, 180. Non, pardon, Google, c'est 150, 180. Et Amazon, c'est plutôt 200, tu vois. Donc, c'est vraiment des monstres de capex. Mais comme Xavier, je suis pas un grand fan, mais il faut l'accepter. Si on veut faire beaucoup d'argent sur le cloud, bah, si on veut faire du 40% de croissance, il faut accepter d'investir massivement. Donc, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est plutôt, ouais, c'est un peu ce cercle, quoi, vertueux pour le moment, qui peut vite devenir vicieux. J'investis dans ta boîte, j'achète des puces, je te prête des puces, on se fait du leasing, j'ai de l'equity, enfin, on a des contrats entre nous, je déteste ça. Mais aujourd'hui, je suis quasiment exposé à ça parce que j'ai ces trois boîtes-là. Donc, en fait, je suis pas fan de ce qui est en train de se passer. Mais en même temps, je considère que si je suis pas sur ces boîtes-là, je peux louper une hausse importante encore sur le cloud, quoi. Alors, moi, pour la transformation du modèle de Microsoft, moi, je suis plutôt positif, à vrai dire. En fait, il y a deux choses. Le premier, c'est est-ce que le fait qu'elle devienne une boîte asset heavy, donc pour les auditeurs, asset heavy, ça veut dire que c'est une boîte qui investit beaucoup dans ses capex, dans les infrastructures notamment, enfin dans des investissements, là où avant Microsoft en fait faisait du code, enfin du logiciel, donc ça demandait peu d'investissement. Et moi, je suis positif là-dessus. Il y a un acronyme là qui vient de naître à Wall Street depuis le début de l'année, c'est le HALO. Je sais pas si tu as entendu ça, Xavier. Donc HALO, donc c'est asset heavy. Heavy asset plutôt and low obsolescence. Donc en gros, c'est toutes les boîtes qui ont globalement des infrastructures. Elles sont protégées contre l'IA. Et c'est vrai que dans un monde où, avec l'essor de l'IA, toutes les boîtes qui sont asset light aujourd'hui, bah, tu te demandes est-ce que demain elles ne seront pas remplacées par l'IA, quoi, globalement. Pour faire très très simple. Et ce que tu ne peux pas remplacer de façon évidente, c'est les infrastructures physiques. Et dans ce contexte-là, dans ce narratif-là, hein, je ne sais pas à quel point il va durer longtemps, c'est vrai que Microsoft, le fait qu'elle ait des infrastructures, fait qu'elle devient, au-delà de tout ce qu'elle fait, qu'on a dit, hein, qui est excellent, elle devient incontournable. Donc sur ça, moi, je suis plutôt positif. Je trouve que c'est un avantage concurrentiel en plus qu'elle rajoute à l'ensemble des éléments qu'on a pu évoquer. Mais ce qui me questionne et ce que vous dites, c'est vraiment le côté... le rythme en fait des capex. Est-ce qu'ils surinvestissent pas trop? Ça, c'est une question forcément qui est légitime. Il y aura des boules, donc des personnes qui sont plutôt positives, des personnes qui sont plus bears. Moi, globalement, je fais confiance, honnêtement. Je pense que deux choses. Je pense que déjà, je fais confiance à Satya Nadella. Il a prouvé qu'il savait faire les bons choix. Et deuxièmement, je pense que le risque, c'est surtout de sous-investir que de surinvestir. Parce qu'à la limite, pour une boîte comme Microsoft, franchement, même s'ils surinvestissent 20 milliards, 30 milliards, 40 milliards, je suis même pas sûr que ça change le cours de la boîte. Donc, c'est un peu mon avis sur la question. Après, de toute façon, moi je considère que tu es obligé d'être un peu optimiste, quasiment naïf, pour investir sur ce genre de boîte. C'est-à-dire que tu es obligé de croire le management, parce que on va tellement dans un monde différent que tu es obligé de croire en leur capacité à transformer la boîte. Il faut être optimiste, parce que si à chaque fois tu te dis oh ils vont mettre un peu trop, attention, là le free cash flow il baisse et tout, en fait t'investis pas sur ce genre de boîte. Donc moi je considère que ouais, faut être un peu comme nous, optimiste, se dire allez, c'est bien ce qu'ils font de la croissance, et un petit peu naïf dans le sens où on se dit, on met ça sous le tapis, mine de rien, on est obligé de le faire, donc voilà. Je pense que c'est pas du tout fait pour des investisseurs qui sont raisonnés à 100%. Quand je dis raisonnés à 100%, c'est ils voient tous les risques liés à l'IA, OpenAI et tout, et voilà, t'es obligé de l'accepter, quoi. Sinon, t'y vas pas, quoi. Moi, je vais te dire ce qui m'embête, Abdallah, c'est que si tu coupes la boîte en deux, d'accord, et que tu dis d'un côté, il y a les assets, donc on va dire les data centers pour simplifier. Donc, dans ces boîtes-là, dans ces grosses boîtes-là, je mets les data centers d'un côté et la partie plus soft de l'autre. Donc, c'est la partie qui a les clients, c'est la partie qui a l'image, etc. Tu investirais dans laquelle des deux et à ton avis, où va se retrouver la marge? Et moi, je pense que les data centers, comme tous ces trucs-là, ils vont prendre une marge de 10%, allez 15% s'ils sont fous, et ça va s'arrêter là. Et de l'autre côté, celui qui a le client qui peut emballer ça dans un beau paquet cadeau et vendre ça, lui, il va se faire 30% de marge. Et Internet, ça s'est fait de manière séparée. Donc, ceux qui ont tiré la fibre,
les opérateurs téléphoniques, etc., d'un côté, et puis de l'autre côté, on avait Netflix, Meta et tout ça. Et tu vois où est l'argent? L'argent, il est chez Meta et Netflix, enfin ceux qui passent par les assets, et ils ne sont pas ceux qui ont le réseau, ceux qui ont l'infrastructure, ils ne gagnent pas d'argent. Et moi, c'est ça qui me gêne, si tu veux, c'est que la partie qui m'intéresse, c'est la partie asset light. Après, que eux veulent tout internaliser et donc qu'on se retrouve avec les deux, c'est pas grave en soi, mais c'est pas un business model auquel je suis habitué. D'habitude, je reprends l'aspect externalisation. D'habitude, les boîtes avaient tendance à externaliser. Et aujourd'hui, Microsoft, à la base, avant, Microsoft, c'était pas des serveurs, on est d'accord. Microsoft, ils vendaient du design intellectuel, des idées, un écosystème, etc. Et aujourd'hui, ça devient, voilà, ils sont en train de visser, de brancher des câbles, alors que ce n'était pas leur métier avant de brancher des câbles, Microsoft. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Et ce n'est pas le modèle que je trouve le plus sexy. Donc, vu que ce n'est pas j'ai ensemble chez Amazon, chez Microsoft et tout, j'achète le tout. Mais si tu coupes la boîte en deux, j'achète pas la partie data center, j'achète la partie, CapEx Lite. En fait, moi, la question que je te retourne, c'est si tu avais deux segments, cloud et le segment productivité processus. Parce que pour moi, la relation client, tu la gardes forcément. Tu as les infras et tu vends le cloud. Mais tu ne vends pas toute la partie Excel, etc. Qu'est-ce que tu gardes? Oui, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Le cloud, par définition, le cloud, c'est de la tech, c'est du hardware en fait. C'est ça le truc, c'est que je comprends tout à fait. Et d'ailleurs, petit truc marrant, c'est que Nadella, il vient de cet aspect-là. C'est-à-dire que non seulement il vient d'Azure au départ, c'est grâce à lui que. Et il vient de Sun, il vient vraiment de ce côté serveur. C'est vraiment le techos, quoi. Le gars qui connaît très bien cet aspect serveur. Donc lui, je pense qu'il n'a pas du tout de problème à investir massivement. Et quand même un point positif de leur côté, c'est ce que disait Loris, c'est que c'est pas les pires en termes de débauche de cash pour investir. Vu la taille de Microsoft, ça reste correct. Alors correct par rapport aux copains, mais démesuré quand tu compares au cash flow. Mais malgré tout, il n'y a pas tout le cash flow qui part dedans. Ils ont quand même encore du cash flow pour les dividendes, pour les rachats d'actions, etc. Mais on atteint des niveaux quand même par rapport au cash flow, on atteint des niveaux un peu limites. Tu te dis à un moment, il va falloir, et c'est justement là où, pour moi, ce serait un peu l'alarme, il va falloir presque un moment où ils s'endettent s'ils veulent continuer à l'accélération du CAPEX. Aujourd'hui, ils arrivent à le faire avec leur cash flow généré par leur activité, mais vraiment la ligne rouge pour moi, c'est de devoir s'endetter mais ce qui n'arrivera pas, ou couper le dividende ou ce genre de choses. Mais si tu t'endettes pour investir, là, on rentre dans un autre monde. Et c'est clair que je pense que ce qui nous rassure tous les trois, c'est que ces boîtes, ce que tu disais sur les 30-40 milliards de dollars, ils ont tellement de cash que c'est pas si grave. Il y a un côté de nous qui dit c'est finalement que l'argent qu'ils ont gagné l'année précédente qui remettent. Donc complètement. C'est pas si grave. On l'a vu que Meta, ils ont merdé, ils ont fait des dizaines de milliards dans le métaverse, ils arrêtent, ils coupent les frais. Bon bah voilà. Donc il pourrait se passer la même chose, mais je pense qu'on est d'accord qu'ils sont obligés. Cette course, ils ne peuvent pas s'arrêter au milieu. Une des premières discussions qu'on a eues, Loris et moi, donc c'était en 2023 sur Twitter. Bon, à ce moment-là, on ne se connaissait pas beaucoup. Et c'était par rapport à Microsoft. Moi, je disais que j'étais relativement convaincu. Et lui, à ce moment-là, il n'était pas très convaincu par Microsoft, notamment pour le côté Activision, qui était sceptique sur l'acquisition d'Activision. Et j'avoue que moi, j'avais un peu la même réflexion qu'aujourd'hui. C'est que je me dis, au pire, c'est 80 milliards. Non, mais moi, c'est exactement ce que je me suis dit. Je préférais largement Google et Amazon à l'époque, hein, et je le préfère toujours d'ailleurs. Mais en fait, je trouvais que mettre 90 milliards là-dedans, alors que tu pouvais le mettre dans le cloud ou ailleurs, je trouvais pas ça pertinent. Bon, Activision, on peut pas dire que c'est une réussite non plus incroyable, mais c'est intéressant effectivement. Et pour revenir là-dessus, moi ce serait intéressant, mais je pense que si on devait... alors, actuellement, Microsoft est à moins 30% de ses plus hauts. Bon, c'était très très cher, donc limite c'est justifié. Je pense que si on séparait la boîte sur les trois segments, je pense que si on faisait un peu le software logiciel et la partie cloud, je pense que la partie software logiciel, on serait à moins 50% sur Microsoft. On serait pas à moins 30%, voire moins 60%. Donc je pense qu'aujourd'hui, le marché, il s'inquiète surtout de cette partie-là. Et au contraire, la partie cloud, je dis, bon, bah c'est bien, quoi. Et pour revenir sur l'IA, donc on le voit aujourd'hui, on a OpenAI qui vaut 850 milliards de dollars, Microsoft qui a à peu près un quart, hein, donc on va dire 200 milliards. Toi, Abdallah, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu te dis, bon, bah tant mieux, il y a bientôt l'IPO fin d'année 2026, ou au contraire, ça te fait peur? Enfin, tout ça, qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est un des points d'alerte. Moi, je trouve sur le dossier, c'est OpenAI, c'est les liens avec OpenAI. Après, j'ai peur que ce soit que du narratif. Donc, à un moment, Anthropic, on n'en parlait pas beaucoup. En ce moment, ils trustent vraiment toute l'attention. Ce qui a un peu marqué les esprits lors de la dernière publication, c'est que
en termes de carnet de commandes, donc dans le secteur du logiciel, etc., on parle de RPO. 45% de ce carnet de commandes est issu d'OpenAI. Donc, si demain OpenAI n'est pas rentable, ou en tout cas ne peut pas répondre à ses engagements, bah, il risque de créer de la capacité entre guillemets pour rien. En tout cas, c'est ce que le marché comprend, interprète. Moi, je trouve qu'effectivement, le lien avec OpenAI peut être une menace, mais j'ai l'impression que Microsoft essaye de sortir de cette dépendance. Alors, je ne sais pas s'il y en avait déjà, mais en tout cas qu'ils essayent de diversifier leurs partenaires, comme je l'ai dit au début. Donc Copilot, maintenant, ils intègrent Anthropic. Mais c'est vrai que y a un gros sujet sur OpenAI, sur leur viabilité. Après, je trouve que honnêtement, Satya Nadella, il a investi quoi, 13 milliards sur OpenAI, ils détiennent 27%. Moi, je trouve que c'était un pari qui valait le coup d'être fait à ce moment-là, surtout qu'à l'époque, à OpenAI, il ne faut pas oublier, hein, tout le monde ne parlait que d'eux. Donc, je trouve que c'est un pari qui vaut la peine d'être fait. À vrai dire, moi, je pense... En fait, moi, je me questionne sur l'avenir d'OpenAI en tant qu'entreprise, mais je ne me questionne pas sur les usages de ce qu'a fait OpenAI. Donc, au pire des cas, ils vont récupérer ce qu'a fait OpenAI ou d'une façon ou d'une autre. Mais je pense que les usages et le besoin d'utilisation des outils développés par OpenAI resteront et que donc il n'y a pas trop de sujets là-dessus. Donc pour conclure sur ce que je pense que oui, il y a un sujet sur OpenAI, mais sur le fond, ça ne change pas grand-chose. Toi, Xavier, qu'est-ce que tu penses là de cette relation un peu entre OpenAI et Microsoft ? C'est quand même pas hyper transparent, hein. Globalement, je veux dire, le fait qu'OpenAI soit pas coté, on n'a pas toutes les pièces du puzzle, et moi ça m'inquiète aussi parce qu'aujourd'hui OpenAI c'est une pièce importante de tout ça. Ça fonctionne correctement, mais c'est une pièce qui est hyper fragile parce qu'ils jonglent avec les milliards, ils jonglent avec les dizaines de milliards, centaines de milliards, et on sait très bien que le revenu stream il est pas évident. Enfin, il y a énormément de questions autour de ça, donc il y a quand même une dépendance, mais qui s'affaiblit entre OpenAI et Microsoft. Ça m'inquiète pas tant que ça pour Microsoft parce que, comme tu dis, ils vont réussir à s'en sortir. Mais j'aime pas avoir une dépendance. Et avant, Microsoft, c'était une boîte qui avait aucune dépendance. Aucune. En termes de clients, pas du tout. Ils ont des clients, ils ont des centaines de milliers d'entreprises dans le monde entier. Ils n'ont aucune dépendance forte à un client. Fournisseurs, ils avaient quasiment pas de fournisseurs, etc. Et maintenant, on se retrouve depuis quelques années à avoir deux grosses dépendances, une à Nvidia et une à OpenAI. Et ça, c'est vrai que ça m'embête un peu, mais c'est le monde de l'IA aujourd'hui. C'est un monde qui est... Tout le monde a le même problème. C'est-à-dire que effectivement, les data centers sont fournis avec très peu de fournisseurs et ils sont dédiés à très peu de clients ou à des utilisations en tout cas parfois qui consomment énormément. Donc ça me rend pas hyper à l'aise et comme tout ce type de secteur, s'il y a un problème, tout le monde va en pâtir. C'est un peu comme le système bancaire où tout est entremêlé, on ne sait pas trop ce qui se passe. Si à un moment, OpenAI commence à tirer la sonnette d'alarme, parce qu'il faut dissocier le côté entreprise du côté boursier. Et autant en termes d'entreprise, s'il y a un pépin sur OpenAI, j'ai pas trop peur sur Microsoft, autant en termes boursiers, je pense que si OpenAI commence à émettre des signaux d'alarme, s'il commence à dire on a besoin encore plus de cash, il faut lever des fonds, et que tout d'un coup, ça commence à être en face, on a un peu moins envie de fournir, à mon avis, Microsoft, il y a quand même un lien dans la tête de beaucoup de gens, Microsoft OpenAI, et elle va s'en prendre un coup. Après, est-ce que ce sera visible dans les résultats ? Je ne pense pas que ce soit flagrant. Mine de rien, un peu aussi quand même. Tu vois, j'ai regardé le dernier trimestre, par exemple, sur les 4... Donc on est passé de 24 milliards de bénéfices à 38. Sur les 14 milliards, la moitié vient juste de la hausse de la participation d'OpenAI. Donc si demain... Moi, ce qui me fait peur, c'est ça. Si demain OpenAI est en bourse, admettons, elle passe de 1000 milliards de capi à 300. Donc sur les 700 milliards, on va dire que Microsoft, ils vont perdre 150 à 180 milliards. Ça va se voir dans les cours. Ouais, ça se voit. Et j'ai un peu peur de... Tu regardes pas. Quand tu investis, tu retires, tu retraites ces éléments qui sont pas Oui, stables. mais ton PER aujourd'hui, là, qui paraît faible, c'est juste parce que tu as une grosse partie qui vient d'OpenAI. Si tu enlèves ça, au lieu de payer à 24-25, là, tu le payes 33-34 ton Microsoft. Donc c'est pas la même. Et si au contraire ça s'inverse, au lieu de gagner de l'argent sur ta participation, ce qui est un super move de Microsoft, ils ont gagné beaucoup d'argent là-dessus, au contraire tu passes de 250 milliards de participation à, mettons, à 100 milliards, je dis pas que ça va être une catastrophe, mais mine de rien ça va impacter ton bénéfice. Après, est-ce que le marché va sanctionner ? Moi je pense que oui. Et au contraire, je suis beaucoup plus à l'aise d'avoir du Amazon et Google qui ont du SpaceX, Anthropic et tout, mais au moment où SpaceX va être coté, j'espère qu'une chose, c'est que Google sorte. C'est parce que ça va... Mine de rien, c'est rien pour Google. Mais ça pèse. Je connais le marché.
ça va pas peser grand-chose, mais pour OpenAI, je pense que ça peut peser plusieurs trimestres là-dessus, je pense, si OpenAI est en difficulté. Et on parle de rentabilité en 2029-2030 avec OpenAI. Donc ça me fait peur. Alors là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement sur le plan boursier, il y aura un impact évident. Moi, sur le plan fondamental, ça change pas grand-chose, je pense. Mais effectivement, oui, sur le plan boursier, à court terme, sur quelques trimestres, ça peut impacter Microsoft. Donc oui, ça à garder en tête. Comme tout est une question de narratif, si OpenAI commence à mal aller, tu as non seulement la valo de la participation qui joue, mais c'est tout le narratif qui va changer. Parce que c'est quand même, c'est l'emblème, tout comme Nvidia est l'emblème des semis, OpenAI, c'est l'emblème de l'IA aujourd'hui. Tu vois, donc il y aura un double effet. Enfin, il peut y avoir un effet cumulatif où voilà, les gens se disent oh là là, mais il faut plus toucher à ça. Mais j'y crois moyennement. Mais le fait qu'OpenAI soit fragile, c'est pas une bonne nouvelle. Et l'introduction en bourse pourrait permettre ça, c'est-à-dire au moins de donner beaucoup d'argent frais, parce que ça va être valorisé sûrement extrêmement cher. Possibilité de sortie. En partie, ce serait effectivement pas mal. Et donc, ça renforcerait, je pense, la position financière, en tout cas d'OpenAI, en lui donnant de l'argent frais à pouvoir dépenser. Mais c'est truc de dépendance, parce que c'est là où on voit tous Microsoft comme quelque chose d'hyper fragile. Là, on parle d'une menace potentielle. Bon, une autre menace, je sors un tout petit peu du sujet, c'est la cybersécurité, parce que c'est pas une menace qui est très probable. Mais si ça se produit, l'impact sera énorme. Et pour moi, OpenAI, c'est une menace qui est moyennement probable, je parle juste des headlines, hein, juste des mauvaises nouvelles sur OpenAI, mais je pense que l'impact peut être fort sur le cours de bourse, parce que ça va mettre en place tout un mécanisme. Et on dans aura comme l'esprit des Google gens, pour moi. On pourrait avoir comme Google. Tu sais, Google, ça a été simple, hein. Les fondamentaux étaient exceptionnels. Le cours de l'action a été divisé par 2 juste parce que ils étaient en retard sur l'IA. Si demain on apprend qu'Anthropic ou que je sais pas quoi est meilleur qu'OpenAI, les gens vont se dire Microsoft est en retard sur l'IA. Je pense que vraiment le cours peut se faire massacrer juste à cause de ça. Quand tu dis massacré, tu penses à quoi? Vas-y, dis-nous. Non, mais un dis-nous tes 250 perspectives. dollars, tu vois, peut-être un 250, 280 dollars. Je dis pas que ça va arriver, mais si ça devait arriver, si on va dire le marché se dit oula, Microsoft en fait, ils sont en retard sur l'IA, ce qui me ferait doucement sourire, tant mieux pour nous, hein, mais je pense que ça peut arriver. Et c'est ça qui me fait peur avec OpenAI, c'est non pas du tout l'aspect fondamental, parce que pour moi c'est ridicule l'aspect fondamental mais c'est vraiment l'aspect on se dit Microsoft a misé sur le mauvais cheval, et t'as Anthropic derrière qui est en train d'exploser ou ce que tu veux. Et ça me fait un peu peur, mais c'est pour ça que j'ai pas non plus pour ça que je suis beaucoup plus exposé à Google et Amazon que Microsoft, parce que je trouve il y a quand même ce sujet principal et que la probabilité de risque elle est quand même élevée sur la bourse, hein, je précise. Je vous propose qu'on fasse pas de comparaison avec Alphabet, etc. On fera un épisode où on comparera les GAFAM. Ce sera l'occasion, on aura beaucoup de choses à dire. Mais si on commence à rentrer dans les comparaisons, on n'est pas sorti. On n'est pas sorti. Donc voilà. Et toi, Xavier, tu voulais évoquer le sujet de la cybersécurité. Donc c'est une des menaces que tu vois sur Microsoft. en fait, c'est pas une menace. Cette menace, je la mettrais sur tous les acteurs du même type. C'est juste que c'est un peu la bombe nucléaire, si tu veux. C'est très peu probable, mais il faut à un On moment. a eu un truc quand même, CrowdStrike Ouais, en il y a 2024. exactement. Il y a eu ça. Bon, après, c'est vraiment CrowdStrike qui a pris les pots balles. cassés, ouais. Ouais. Mais c'est juste pour dire que c'est un peu comme la méga crise financière, etc. Tu peux avoir une vraiment sale mauvaise nouvelle de ce type-là, quelle que soit l'attaque cyber, mais tu peux. Moi, j'ai toujours ça en tête. Tu vois, rien que ce genre de risque, c'est ce qui fait que moi, j'aurais jamais 30% de mon portefeuille sur une boîte comme Microsoft, même si sur le papier, elle est hyper stable. Et c'est pour ça que moi, je suis pas fan de l'hyperconcentration. C'est que tu as quand même un scénario catastrophe qui n'arrivera pas, mais s'il arrive, tu n'as pas envie d'avoir. Mais ça peut être des scandales. Pour le coup, Microsoft, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, tu as des boîtes où tu peux avoir un scandale. Là, c'est un peu limité, mais le truc cyber, la bombe magnétique lancée par la Russie qui sur des serveurs. Non, mais vraiment, le scénario catastrophe, une attaque russe sur les serveurs, etc. Enfin, russe ou autre, hein, d'ailleurs. Je me dis toujours, voilà, ce serait pas top. Là, c'est une sacrée dystopie, mais ça peut arriver, t'as raison. La probabilité est très faible, mais si ça arrive, ça ferait très mal. Moi, au contraire, tu vois, là, si je prends un peu l'aspect optimiste et naïf de Loris, je trouve que la cybersécurité, c'est un relais de croissance énorme pour Microsoft. Je pense qu'ils ont encore beaucoup à aller chercher. Et Oui, complètement d'accord. Je parlais de cyberattaque, on va dire. Ouais, je suis d'accord. Vraiment, tu te réveilles un matin et tu te dis, waouh, et moi j'ai mis la moitié de mon portefeuille sur ce. Mais tu vois, ça peut arriver.
Ça peut arriver. Après, là, t'imagines, Microsoft aujourd'hui, demain, je sais pas, enfin, il y a un souci cyberattaque énorme. L'impact, même sur le S&P 500, il est énorme, hein. Enfin, Oui, mais je pense la même chose sur Visa, sur toutes ces boîtes-là, hein. Il peut y avoir ça. C'est ce qui fait que je ne mettrai jamais mon oui. argent. Mais tu peux mettre ça sur toutes les bancaires, surtout, hein. Bancaire, tu as une attaque et tu as 3 personnes qui se font piquer de l'argent massivement. Je veux dire, voilà, c'est juste un rappel pour dire que même les boîtes qui paraissent les plus stables, moi, j'ai toujours ce petit scénario où ça Si ça arrive, s'effondre. tu l'auras pensé et dit, quoi. Ouais, on peut dire ça comme ça, ressortir l'extrait. Ouais. On n'a pas parlé de la partie gaming, je vous propose d'en parler très très rapidement parce que c'est pas le plus important. Tout à l'heure, tu parlais de si on devait diviser la boîte, clairement, la partie gaming, c'est celle que j'investis un peu par défaut parce que j'ai pas le choix en investissant dans Microsoft. Ouais, mais c'est Mais moi, même au-delà de la partie gaming, tu sais, t'as même Bing, les hardware, enfin, c'est un fourre-tout. C'est le truc qui oui, marche oui. pas en gros, hein. Le segment marche pas. Non, mais clairement, il y a Bing, ouais, il y a le hardware, il y a quoi d'autre, ouais, il y a Windows aussi. Il y a Windows. Oui, enfin, Il y a en fait, c'est Windows informatique personnelle et ils ont mis tout ce qui marchait pas, ils l'ont mis dedans, en gros. D'ailleurs, ça, c'est une vraie critique que j'ai envers Microsoft, c'est leur reporting que je trouve vraiment mauvais. Je trouve que, enfin, Alphabet, ils reportent beaucoup mieux, enfin, de toutes les GAFAM qui reportent, je trouve que c'est eux qui reportent le moins bien. Tu comprends pas tout. Tu sais, même Cloud Intelligent, tu connais pas Azure, ils te donnent le taux de croissance, mais ils te donnent pas le chiffre d'affaires. C'est vraiment, à chaque fois, il faut faire des devinettes dans leur reporting. Je suis un peu saoulé, moi, j'avoue, quand je fais, chaque fois que je fais le suivi de résultats. Cette troisième activité, c'est vrai que c'est bizarre de retrouver Windows en même temps que Activision et en même temps que les tablettes Surface. Enfin, mais je pense qu'ils ont des vaches à lait, tu vois, un peu à la Windows, mais qui sont en totale perte de croissance avec des paris. Tu as tout un mélange. Moi, en fait, je pense que cette partie jeux vidéo, elle coule pas, elle n'est pas assez mauvaise pour qu'ils arrêtent totalement, comme plein d'activités qu'ils ont arrêtées. Et c'est pas assez bon pour nous donner envie. C'est vrai que ça rentre pas dans leur écosystème clairement entreprise. Mais bon, c'est là. Si on pouvait faire un spin-off et le sortir, je pense on serait content. Enfin, moi, je le serais en tout cas, ce serait plus lisible. Effectivement, là où je te rejoins, Laurie, c'est sur l'aspect rachat d'Activision. En plus, c'est récent, hein, c'est 2022, c'est assez récent. C'est bizarre d'avoir mis autant de dizaines de milliards là-dessus. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont identifié comme étant tendance future pour se dire il faut absolument investir là-dedans. C'est pas l'ADN, je trouve, du tout de Ils auraient pu Microsoft. mettre sur de la cybersécurité, sur plein d'autres, je trouve, segments. Ils ont choisi les jeux vidéo, je pense, pour que Xbox ne coule pas. Mais ouais, enfin, en fait, moi, c'est toujours la même chose, hein. Les acquisitions, très souvent, je me dis, bon, est-ce que c'est la meilleure? Non. Après, ils ont peut-être imaginé quelque chose qui faisait que, bon, c'était intéressant, mais au final, aujourd'hui, bon, on le voit, tout ce qui est abonnement, enfin, le pass, etc., c'est pas inintéressant, mais c'est vrai que tout le monde s'en fout, quoi. Et par rapport à la taille de Microsoft, en fait, c'est peanuts, quoi. Ça a pas d'impact. Donc, on a fait une newsletter sur les jeux vidéo. Je pense qu'il y a quelque chose à faire sur les jeux vidéo et peut-être que Microsoft a quelque chose à tirer là-dedans. Mais ils sont tellement gros, Microsoft de base, que ça va rien changer, en fait, quand on voit la croissance du cloud, etc. Ouais, je suis Mais c'est je suis comme le assez métaverse sceptique. pour moi. C'est juste, ils ont mis 80 milliards méta. Et je vais faire après, hein, la parenthèse méta. Ils auraient pu le mettre ailleurs, ça aurait été mieux alloué. Mais c'est un pari, oh. Ça coûte pas grand-chose aussi, t'as raison. J'ai une autre question, on en a parlé rapidement. Ils communiquent pas mal quand même, Microsoft, sur le fait qu'ils gagnent des parts de marché sur le moteur de recherche. On sent que, moi en tout cas, je sens qu'il y a une côté un peu une petite guerre entre Alphabet et Microsoft. Donc Alphabet qui rentre sur le terrain de Microsoft avec Workspace et tout ce qui est bureautique d'entreprise. Et de l'autre, Microsoft qui essaie de gagner des parts de marché sur le moteur de recherche, la publicité, peut-être les réseaux sociaux avec LinkedIn. Toi, qu'est-ce que tu penses, toi, de Bing? Parce qu'aujourd'hui, ils ont, je crois, si je dis pas de bêtises, ils ont 3% de part de marché. Mais s'ils passent juste à 4-5%, c'est déjà beaucoup pour eux. Donc, qu'est-ce que t'en penses, Xavier? Moi, ce qui me fait rire, c'est que s'il y a bien un truc dont on parle, enfin, où la disruption est assez évidente, ça reste quand même le search classique. Je veux dire, la barre de recherche, machin. Moi, en ce moment, mon Chrome, moi, j'utilise Chrome. Je ne sais pas pourquoi, régulièrement, je me fais, il y a un petit virus ou autre qui me change ma page d'accueil qui était Google et il me met d'autres trucs. Et je n'arrive pas toujours à remettre Google. Et ça me frustre à mort. Pour moi, c'est un mauvais combat. Je pense qu'il se trompe de combat. C'est un combat qui est perdu d'avance, même si les chiffres, effectivement, tu parles en croissance, c'est énorme. Tu passes de 3 à 5, l'augmentation est énorme. Mais je me dis, pourquoi se battre là-dessus? Je pense qu'il y a beaucoup d'ego. Je pense que ce n'est pas l'avenir. Et je pense, voilà, pour moi, il y a un petit côté
anecdotique, sauf que c'est des marchés qui sont tellement gros que dès que tu parles de quelques pourcents, tout de suite, ça chiffre quand même. Et je me dis, si j'étais Microsoft, ils se disent, on a tout. On a tout. On a quand même les systèmes d'exploitation. C'est relativement facile de vouloir imposer Bing. Après, moi, mais c'est peut-être que je suis trop formaté là-dessus, dès que je sors de Google, parce que il y a par exemple ma fille qui revient du collège et qui me dit Papa, Google, les recherches, ça détruit ça détruit la planète. En gros, regarde, t'as tel truc, ils plantent des arbres et tout. J'essaye 3 secondes. Ces moteurs de recherche qui soit donnent de l'argent, enfin bon, bref, il y a des trucs, on va dire, plus meilleurs pour la planète, ou en tout cas qui compensent l'énergie utilisée. Le moteur de recherche est juste pourri, en fait. Et même Bing, je crois que j'avais tenté 2-3 fois. Donc, à la Microsoft, ils ont un produit qui est moins bien, j'ai envie de dire comme d'hab. Et ils partent où ils ont 3% de part de marché. Qu'est-ce qu'ils vont se battre là-dedans? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Mais bon, je sais pas, Loris. Après, j'en avais parlé, mais sur les fondamentales, ce qui est intéressant, c'est de regarder les parts de marché selon les supports. Et en fait, ils sont à 4% aujourd'hui, et en gros, tu as 10% sur ordinateur, quelques pourcents sur la tablette, ils sont quasiment à 0 sur mobile. Pourquoi les gens, ils ont 10% sur les ordis? Moi, je me rappelle très bien, quand je bossais en société, c'est juste que, en fait, j'avais la flemme de changer Google, que je pouvais pas changer parce que j'étais salarié, et en fait, bon, bah, je tapais sur Bing, du coup. J'ai détesté ça, mais... Je suis sûr Et que je c'est pense ça. que leurs parts de marché viennent uniquement de là, des gens qui n'ont pas le choix et qui en fait vont utiliser Bing pour 2-3 recherches Et ce qui serait drôle, c'est de savoir dans leur pourcentage de recherche, combien de recherches sont Google. Et je pense qu'il y en a un paquet. Il y a un paquet de gens qui ont Bing par défaut et leur premier truc qu'ils cherchent, c'est Google dedans pour aller cliquer sur le lien Google. Moi, Tu sais, ça ils m'est vont arrivé, hein. Moi, ça m'est arrivé d'être sur Edge ou un truc, et donc j'ai Bing par défaut, et je tape Google, Ouais. et je fais Moi ma aussi, recherche. même pas dans la barre d'adresse, quoi, dans la recherche, quoi, pour gagner Ouais, du temps. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Mais donc, du coup, Loris, toi, tu penses que c'est un faux combat, comme Xavier, et que donc rien de significatif. Juste, en fait, ils mettent pas tous les moyens sur Bing, donc vu que normalement leur produit est moins bien et que la distribution ils sont moins bons que Google, parce qu'il faut pas oublier que Google met des centaines de milliards à Apple pour être sur l'iPhone, hein. Donc en fait, pour moi, c'est si le seul moyen de Bing de battre Google, c'est d'aller voir Apple et de leur dire, je vous donne combien. C'est leur seul moyen. Sauf que je pense que les clients d'Apple, ils voudraient pas ça, donc en fait, Apple le fait pas. Donc pour moi, c'est un faux combat. Ouais. Donc, en conclusion, toi, suite à la baisse, Xavier, qu'est-ce que tu penses de Microsoft? Est-ce qu'elle est revenue sur des prix intéressants selon toi? Moi, oui. Est-ce que Je vais est-ce que répondre, tu je vais rends... répondre rapidement. Moi, je trouve que Microsoft, on a été obligé de payer la qualité relativement cher pendant longtemps. Et là, je trouve ça plutôt agréable. Pas spécialement pour moi parce que j'en rachète pas, mais typiquement pour ceux comme toi, Loris, qui est rentré plus récemment. Euh, je trouve que là, on a un risque qui est quand même très limité. Et même quand on essaye d'expliquer le rationnel derrière la baisse, euh, ben, il y a un peu de ci, il y a un peu de ça, il y a un peu de doute sur l'IA, il y a un peu d'une croissance un peu plus faible, peut-être sur le côté productivité, etc. Mais on n'arrive pas à expliquer. Voilà, on sent que c'est des doutes globaux et que c'est une boîte qui a été portée parce les investisseurs étaient amoureux d'elle pendant des années. Puis il y a des petits doutes à droite, à gauche. Moi, c'est clair que si j'en avais pas, j'en achèterais sur ces niveaux-là sans problème. À nouveau, c'est pas un conseil, hein, mais ça fait partie des boîtes, je pense, qui sont dur à éviter pour un investisseur. Il faudrait me convaincre, tu vois, si j'avais que du stock picking et qu'on me dit qu'il ne faut pas que je rentre dans Microsoft, je serais un peu dégoûté. Et on a déjà parlé des autres GAFAM, c'est un peu l'autre point de vue. Et autant quand c'est un peu cher, je me dis, bah, j'ai peut-être d'autres opportunités de boîtes moins chères, donc avec une meilleure potentiel de performance. Mais sur les PER actuels, franchement, quand on voit la croissance, à la fois l'aspect, on l'a vu, dit productivité, l'aspect cloud, etc., je me dis elle est à un prix qui est très, très correct. On a presque du mal à l'expliquer. J'ai presque du mal à l'expliquer. Bon, ça peut continuer à baisser, mais ce sera encore une plus grosse opportunité, tu vois. Non, mais c'est vrai Loris, que sur les cours actuels, bon, après, ils sont toutes, Amazon n'est pas hyper cher, Meta n'est pas hyper cher, Oui, elles sont toutes à des niveaux qu'on juge chez Bourseco intéressants. Je précise, c'est pas un conseil du tout, et ça peut encore baisser, mais c'est vrai que moi, je suis très content d'en avoir pu acheter, comme j'ai pu acheter du Meta, du Netflix, hein, à ces prix-là. Et puis, on verra l'année 2026. J'espère encore beaucoup de croissance sur tous ces segments. Et je suis très, très curieux. Moi, vraiment, il me tarde, hein. Je suis impatient de voir ces IPO, hein, en 2026. On fera une vidéo, je pense, là-dessus, plus tard dans l'année. Mais de voir SpaceX, OpenAI, Anthropic sur le marché, de voir les vrais chiffres, de voir des données trimestrielles
et surtout des réactions sur ces boîtes-là selon les annonces, ça va être infernal et incroyable en même temps. Donc, hâte de tout ça. Et je pense que Microsoft sera vraiment au centre des tensions. Donc, on verra d'ici là. Bah écoutez, moi je vais pas répéter ce que vous avez dit, hein, Loris et Xavier. Là, on va s'arrêter là pour l'épisode. On a dit beaucoup de choses, mais il y aura encore énormément de choses à dire. On a fait une analyse fondamentale dans le club Bourseco, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le club. Et puis Xavier et Loris, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Salut. Salut tout le monde.